On met combien de milliards à organiser des élections? Combien d'hôpitaux ces milliards pouvaient construire? Si on organise les élections en 2024, alors que nous sommes en pleine guerre, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons enterré le mort et puis laissé les pieds dehors. Oui ou non? Ok, bonjour, Monsieur Ouedraogo. Je suis très honorée de pouvoir vous recevoir dans cette conférence en ligne pour vous demander de faire un état de lieu de votre pays, le Burkina Faso. Bonjour et merci de me recevoir. Donc, pour commencer, à quoi ressemble la vie d'un habitant d'Ouagadougou pendant la période de transition? Est-ce que la vie est devenue plus chère qu'avant le coup d'État? Je dois reconnaître que la situation a été difficile dès le départ. Lorsque il y a eu le coup d'État, il y a eu les sanctions de la CEDEAO qui sont arrivées et ces sanctions ont fait lever le niveau d'inflation qui était jusqu'à 18% en 2022. Mais après septembre 2022, et lorsque il y a eu des recadrages, en 2023, les premiers moments de la transition actuelle ont été des balbutiements. Mais aujourd'hui, on constate que ils sont en train de prendre le poil de la bête, ils sont en train de remettre les choses en place, qui fait que l'inflation est en train de baisser. Je pense que les prévisions donnent une inflation en dessous de 2%. Donc, cela déjà montre que les prix sont en train de se stabiliser. Et je le reconnais, pour nous qui sommes des investisseurs au Burkina Faso, au début de la transition, on avait du mal à acheter, par exemple, le bouteille de gaz. Le bouteille de gaz de 12 kilogrammes coûtait environ 6 250 pour celui qui est en province. 6 250. Mais aujourd'hui, cette même bouteille, les commerçants ont enlevé le prix du transport et elle est vendue à 6 000 francs CFA. Donc, la vie chère a été consécutive à un état donné. Mais actuellement, on constate que les prix des denrées sont en train de s'uniformiser afin d'avoir une proportion qui permette au panier de la ménagère de tenir la donne. Il va sans dire que ce n'est pas le bonheur d'abord parce que nous sommes un pays en guerre. Et un pays en guerre, il va sans dire qu'il y a des sacrifices à faire pour pouvoir faire en sorte que le pays puisse toujours rester debout. Donc, pour me résumer, l'inflation du départ que nous avons constaté jusqu'à 18%, aujourd'hui est en train de baisser jusqu'à moins de 2%. De facto, les prix des denrées alimentaires sont en train de se stabiliser. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit que votre pays est encore en guerre. Et donc, est-ce que vous avez observé des améliorations que le pouvoir de transition a apporté à la population, par exemple sur le plan sécuritaire? Il va sans dire que la guerre est une équation difficile pour toute nation. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour le Burkina Faso, ce que l'on ressent bien plus que les victoires engrangées sur le terrain, c'est l'état d'esprit de la population. On sent une population qui a envie de se battre, une population qui a envie de faire en sorte qu'on la respecte, un peuple qui essaie de défendre un territoire, une nation qui essaie de ne pas flanchir. Donc déjà, l'esprit qui est là est un esprit de combat, est un esprit de dire que nous devons tenir et nous devons rester debout. Et cet esprit a fait qu'aujourd'hui, avec le recrutement des VDP, avec l'achat des armes, avec la dynamique enclenchée sur le plan économique, on sent qu'il y a des victoires. Ces victoires-là sont comment? Ces victoires se ressentent sur le fait même qu'aujourd'hui, des territoires qui avaient fait 5, 6 mois, ou bien même presque un an sans être ravitaillés, aujourd'hui, ils ont des ravitaillements en vivre. Et cela se constate. Je prends par exemple Dori, où je connais des personnes qui disent que aujourd'hui,
chaque 2 ou 3 mois, ils ont un ravitaillement. Cela prouve déjà qu'il y a quelque chose qui a été fait. Tout récemment, avec l'attaque de Djibo, euh, qui avait voulu faire en sorte, qui avait voulu montrer que non, le terrorisme a toujours de la valeur, mais l'armée burkinabé, aidée par les VDP, a su reconquérir Djibo, a su prendre le dessus sur les terroristes. Et bien plus, avec la manière, 2 jours après, cette ville a été ravitaillée en vivres. Donc, ce sont des faits qui sont là, qui témoignent que, quelque part, il y a un travail qui est fait. Deuxièmement, le capitaine Ibrahim Traoré a rendu visite au VDP lors de son dernier discours. Il a dit que avant les VDP, qu'on appelle les volontaires de la défense, pour la défense de la patrie, ou même les militaires, ils avaient, lorsqu'on leur donnait une tenue, lorsqu'on leur donnait une arme, lorsqu'on leur donnait un gilet pare-balles, avant de quitter le terrain, ils doivent laisser leur gilet, passer leur gilet à ceux qui viennent les remplacer. Mais il a dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, chacun a son gilet, chacun a son arme, chacun a son casque. Et il a dit que ce n'est pas encore terminé parce que l'armée est en train de s'équiper. Donc, pour me résumer, on ne peut pas dire que tout est parfait parce que il faut être précis sur une chose. Les terroristes viendront nous attaquer, mais ils ne repartiront pas calmement dans leur gîte et puis aller se coucher. Il y aura une force de réaction. Et cette réaction peut les décourager demain pour que lorsqu'ils viennent attaquer l'armée burkinabé, ils puissent réfléchir par 2 fois. Et aujourd'hui, moi, j'ai la pure conviction que cette guerre ne dépasse pas notre armée. J'ai la pure conviction que nous avons des hommes capables pouvant relever le défi si nous avons les moyens nécessaires, si nous avons les armes adéquates, si nous avons la technologie nécessaire pour faire face à ces terroristes. Je vous assure que dans un bref délai, la guerre sera un mauvais souvenir pour les Burkinabés et pour le Burkina Faso. D'accord. Pour faire un petit résumé de ce que vous m'avez raconté sur le plan sécuritaire, votre pays commence à se stabiliser et surtout l'armée a su prendre comment dire, le contrôle du territoire. Et puis surtout, on a ressenti la naissance d'un esprit national, c'est-à-dire que tous les hommes et même toutes les femmes burkinabées sont prêtes à défendre leur pays avec les armes, avec tout ce qu'ils ont dans la main. On ne peut pas dire que c'est grâce au coup d'État que cet esprit national est né, mais la situation ou bien la réalité, c'est que après ces années douloureuses, que le peuple a cette fierté et cette, comment dire, a ressenti leur responsabilité envers leur pays, en quelque sorte. Exact. Alors, et bien plus, la transition veut bâtir, et c'est ce que je les souhaite, une nouvelle manière de faire. On a tronqué l'histoire aux Africains. Dans l'un des passages, la colonisation, notre culture, on nous a nié même le fait d'avoir une identité. On nous a nié même le fait d'avoir une histoire. Et aujourd'hui, la transition doit remettre tout ça en cause. Construire une identité qui respecte nos valeurs, qui respecte nos traditions, qui respecte nos coutumes. Et je pense que la Chine est un exemple pour nous les Africains, pour que nous nous inspirions de votre expérience dans le domaine de la promotion de la culture. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter la culture de l'autre. Il faut prendre ce qui est bien chez l'autre pour t'en inspirer, mais tes racines doivent être ce qui te donne la vie, ce qui te donne la force, ce qui te donne l'impulsion. Et aujourd'hui, sur le plan économique, par exemple, on nous avait même menti qu'on n'avait pas d'or, nous étions pauvres et tout. Mais
Ce n'est pas la vérité. Nous sommes riches. Le Burkina Faso, alors, je précise, en 2021, nous avons produit 67 tonnes d'or. En 2020, nous avons produit 63 tonnes d'or. Alors, cela veut dire que malgré la crise, il y a 14 sociétés minières qui exploitent le minerai de l'or jaune au Burkina Faso. Bien plus, le gouvernement a eu l'idée ingénieuse, et c'est ce que je prône toujours, la transformation de nos produits locaux chez nous. Nous avons l'or. Il y a eu la pose de la première pierre de l'usine de raffinerie d'or récemment. Il y a eu la société qui doit gérer tout ça. Nous allons raffiner notre or chez nous. Cela va éviter qu'il y ait des fraudes dans le domaine de l'or. Nous avons le manganèse. Nous avons le zinc. Nous avons l'uranium. Je vous l'ai dit, l'uranium n'a pas encore été commencé à exploiter au Burkina, mais nous avons l'uranium. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces richesses-là, si on ne nous avait pas menti, que nous devons les produire, les exporter pour les raffiner ailleurs, aujourd'hui, nous serions un pays développé. Alors, c'est tout ce qu'il faut revoir. J'ai dit aux Burkinabés, j'ai dit à nous autres, que la transition appelle les opérateurs économiques burkinabés, qu'ils appellent des expertises internationales s'il en veut, mais il faut d'abord utiliser l'expertise locale. Si l'expertise locale est insuffisante, là maintenant on fait appel à l'expertise internationale. Et je rappelle que l'usine d'or qui est en train de se mettre en place, ce sont des chercheurs burkinabés qui trouveront comment traiter les déchets avec une solution endogène. Donc, tout sera fait sur place, avec nos réalités. Parce qu'il n'est pas évident que la manière de traiter l'or au Canada, les déchets d'or au Canada, vont donner les mêmes résultats si on traitait l'or au Burkina Faso. Parce que nos chercheurs ils vont trouver des expériences, ils vont trouver des formules qui sied à notre contexte et qui obéissent au traitement des déchets sur notre sol, en vue de respecter l'environnement et tout. Alors donc, ça c'est déjà un fait. On peut s'inspirer par exemple aussi de l'expérience du Botswana en termes de raffinage de diamants. Le Botswana raffine son diamant chez lui et il vend tout simplement et sa population est heureuse. Alors, donc, il suffit de créer un élan de développement qui doit être en phase avec nos réalités et ne pas nous laisser dicter ce que les autres nations veulent qu'on fasse. C'est à nous de trouver nos propres solutions. Et c'est ce qui est important ici, surtout pour ce qui concerne un pays comme le Burkina Faso. Et je suis sûr que si dans cet élan, si tout est bien planifié, si tout est bien organisé, si tout est bien structuré, avec un point de départ A pour arriver à un point de départ D en passant par B et C, je pense que nous allons nous en sortir. Déjà, les rails sont déjà posés et c'est ce qui est important. D'accord. Donc, vous avez présenté un peu les ressources minières que dispose votre pays et je suis contente pour vous parce que vous êtes comme presque tous les pays africains qui sont, comment dire, qui sont assis sur des ressources minières formidables. Mais ce qui est triste, c'est que à cause de la colonisation, à cause de la guerre, des conflits, etc., que vous n'avez pas pu exploiter, traiter ces ressources minières chez vous et créer des valeurs pour la population locale. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez évoqué un peu l'idée du gouvernement de transition, c'est-à-dire de garder cette transformation des matières premières sur place pour créer une chaîne de valeur. Et donc, est-ce que, d'après vous, le pouvoir de transition a fait quelque chose pour s'assurer que, par exemple, à partir de l'année prochaine et surtout après l'élection présidentielle qui mettra fin à cette période de transition, qu'il y aura une meilleure gestion des ressources naturelles chez vous et pour qu'elles profitent finalement à la population locale? Lorsque vous voulez construire toute entreprise, toute action pérenne dans la vie, vous devez prendre le temps et le soin de poser des fondations solides.
Aujourd'hui, au Burkina Faso, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu des coups d'État successifs et nous avons interrompu le processus de notre croissance. OK? Il y a diverses raisons qui peuvent expliquer cela, mais je ne vais pas rentrer dans ces raisons-là aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés avec cette transition, il faut prendre le temps pour que cette transition soit la dernière, pour qu'il n'y ait plus de coup d'État au Burkina Faso. Et ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, la réforme de la Constitution est déjà lancée. Ce que je souhaite, c'est que cette réforme soit inclusive. Parce qu'on ne peut pas construire une famille en laissant des enfants de côté, ou bien si des enfants s'entrechoquent ou bien s'entretuent. Il faut appeler à la réconciliation, mais avec la manière. Il ne faut pas faire une réconciliation brodée. Il faut prendre le temps et le soin de bien faire. Et pour cela, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé dans la rédaction d'une constitution. Il ne faut pas être pressé dans l'organisation des élections. Il faut être pressé pour que la population ait à manger à sa faim, pour que les jeunes et les femmes aient du travail, pour que le panier de la ménagère, lorsqu'il sort, lorsque la ménagère va au marché, elle puisse acheter à manger pour avoir 3 repas au moins par jour. Lorsque le bébé et la maman ont besoin de soins en urgence, qu'ils puissent être soignés avant de pouvoir demander à ce que cela soit payé. Il faut être plutôt pressé pour que le jeune homme qui tombe malade et qui va aux urgences, on ne lui tende pas d'abord une ordonnance, mais qu'on le soigne d'abord et qu'il ait une assurance universelle qui puisse prendre en charge sa santé. C'est ce qu'il faut créer. C'est ce qui est important d'abord. Et ça, lorsque on arrive à établir ces paramètres, à pouvoir gérer ces genres de choses-là, le reste là, ça va venir comme, ça va couler comme de l'eau à la source. Je pense que c'est ce qui est important. Et donc, la transition doit pouvoir réunir les conditions pour faire tout ça. Il ne faut pas se leurrer. Et il ne faut pas aussi essayer d'écouter les orfraies qui nous chantent la promotion de la démocratie comme si eux-mêmes ils étaient un exemple de démocratie et nous précipiter pour pouvoir organiser les élections. Je suis un féru de la démocratie. Mais aujourd'hui, je prône une démocratie qui obéit et qui répond à nos valeurs africaines. Et cette valeur africaine-là, c'est quoi? C'est le respect de la dignité humaine. C'est le respect de l'aîné. C'est le respect de l'autorité. C'est le respect de la tradition. C'est le respect des coutumes. Ce sont des valeurs qui doivent nous guider dans la rédaction de nos constitutions futures. En outre, il s'agit aussi de développer en nous une idée ou un esprit de conquérant, de conscience que ce que nous exploitons, que notre nation, que notre drapeau dépasse l'individu, mais plutôt transcende les valeurs qui sont au-dessus de tout objet ou de toute considération. Donc, tout part de ces valeurs-là, tout part d'une fondation solide. Lorsqu'on a une fondation solide, on ne va plus avoir de coup d'État. Mais si on n'a pas de fondation solide et que l'on se précipite, l'erreur, c'est de pouvoir reproduire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Pour résumer ce que vous avez dit, c'est que normalement, on a une période de transition qui dure 2 ans. Si on dépasse malheureusement 24 mois, on dépasse si c'est ce qu'il faut. Il faut prendre le temps pour jeter une base solide à ce pays qui a comment dire, vécu malheureusement plusieurs coups d'État ces dernières années. C'est que maintenant, la réforme constitutionnelle a déjà commencé. Il faut que cette constitution soit
parfaite, en quelque sorte, pour que on peut éviter des drames similaires qu'on a connus ces dernières années. Et, et en fait, j'aimerais bien savoir quelles sont les aspirations de la population après cette vague dans votre pays de coups d'État. Et vous avez également observé qu'il y a d'autres coups d'État en dehors de la frontière, malheureusement. Et donc, ce que vous avez dit, si je résume bien, c'est qu'il faut d'abord une condition de vie de base pour la population. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on peut apporter sur le plan politique ou bien l'élection, etc., etc. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce qui est important. Je ne sais pas si les gens ils ont conscience de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes un pays en guerre. Et un pays en guerre doit essayer de rester debout contre vents et marées. On n'a pas le choix. Et aujourd'hui, c'est maintenant que le président vient d'annoncer que lorsque nous allons acquérir des matériels, la phase de développement de la guerre va commencer. Donc, nous étions à la phase d'introduction. Et cette phase d'introduction a produit des résultats. Bon un, mal un. Je parle des résultats sur le plan militaire. Les déplacés ont été réinstallés chez eux. On peut dire que souvent, on réinstalle des déplacés et le lendemain, ils sont chassés. D'accord. Mais le fait est que avant, il y avait plus de déplacements de déplacés que maintenant. Ça, c'est une évidence. Et aussi, on a la possibilité maintenant de savoir que les déplacés sont en train d'être réinstallés chez eux. Et des parties du territoire sont en train d'être récupérées. Donc, nous sommes dans la phase de l'introduction. Je dirais même, comme le capitaine l'a dit, je dirais, nous sommes à la chute de l'introduction. Avec, quand on va avoir le matériel, on va commencer le développement de la guerre. Et ce qui est important, c'est que si on organise les élections en 2024, alors que nous sommes en pleine guerre, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons enterré le mort et puis laissé les pieds dehors. Oui ou non? Alors donc, il faut prendre le temps, il faut prendre la manière qui sied pour pouvoir faire une guerre totale. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, cette guerre nous a été imposée. On nous a dit que ce sont des frères burkinabés qui se sont levés contre des frères burkinabés. Alors qu'on a oublié que c'est parce que la France a attaqué la Libye pour tuer Kadhafi qui a déversé les hordes terroristes sur nos États. Donc, ça, c'est une évidence. Donc, ils sont venus, ils nous ont fait croire que les territoires qu'ils sont en train d'attaquer dans le nord, OK, on nous a fait comprendre que non, c'est une guerre ethnique, c'est une guerre communautaire entre les Moussis et les Peuls, alors que les Moussis et les Peuls ont toujours vécu en parfaite harmonie. Il y avait dans le temps des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Parce que la majorité des Peuls sont des éleveurs. La majorité des agriculteurs sont des Moussis. Et ces conflits-là, au fil du temps, quand le terrorisme est venu, ils ont voulu transformer ce conflit en un acte de terreur entre les communautés. Alors que ce n'est pas exact. Donc, tout est dans la communication. Tout est dans la manière de voir les choses. Aujourd'hui, cette guerre nous a été imposée par les impérialistes. Alors donc, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire, avec ce que nos armées sont en train de faire, il faut prendre le soin de construire ce que la population veut. Et la population aujourd'hui du Burkina Faso veut la paix. La population du Sahel veut la paix. Leur aspiration profonde, c'est la paix. Aller dormir chez soi, aller dormir sur la terre qui les a vus naître. C'est ce qui est important. Et deuxièmement, quand cette condition sera remplie, qu'ils aient à manger au moins 3 fois par jour. Ensuite, qu'ils puissent se soigner. Et encore, qu'ils puissent aller apprendre les connaissances du monde, aller se former. Alors donc, tout ça, c'est un chantier. C'est un chantier qu'il ne faut pas bâcler parce que des gens nous pressent pour aller faire des élections. On met combien de milliards à organiser des élections? Combien d'hôpitaux ces milliards pouvaient construire?
Disons-nous cela. Alors donc, il faut assumer ses responsabilités et j'ai dit, lorsque vous êtes en phase avec vos réalités, il faut avoir le courage de prendre les décisions qui s'y sans fioriture, sans faux fuyant, mais il faut toujours rendre compte à la population pour dire que voilà ce qu'il y a comme ressources, voilà ce que nous voulons faire avec ces ressources et voilà ce que nous voulons atteindre comme résultat. Si dans le cours du chemin, on veut changer les règles du jeu, on revient vers la population pour dire on avait pris cet engagement avec vous, mais on ne pourra pas tenir cet engagement. Et voici les raisons. Et partant de ça, la population dit, bon, on vous donne une autre chance, allez-y et ramenez-nous ce que vous nous avez promis. Et je pense que de concert et de concertation en concertation, il y aura une entente, il y aura une coordination entre la population et la transition en vue de réussir et d'atteindre les résultats escomptés. C'est mon vœu le plus pieux pour le Burkina Faso. Donc, en un mot comme en mille, il ne faut pas faire de fétichisme des dates, pour employer les mots de Guillaume Soro. Je sens un peu la confiance en soi, enfin, chez vous surtout, mais j'ai pas eu l'occasion de parler avec d'autres Burkinabés. Je crois que maintenant vous avez la confiance de choisir votre propre chemin, choisir le temps pour votre pays, le calendrier, mais pas selon les observateurs étrangers ou bien occidentaux. C'est ce qui est très bien, parce que chaque pays a ses caractéristiques et a sa feuille de route. Et ça ne doit pas être défini par les gens qui ne vivent pas dans ce pays. Il faut quand même tenir en main le destin dans la main de la population. Et je crois que vous avez confiance en votre capitaine Traoré, parce que d'après ce que vous avez raconté, je crois que vous pensez que c'est quand même un leader digne pour son Aujourd'hui, peuple. oui, aujourd'hui, je pense que les Burkinabés doivent, nous, en tant que Burkinabés, je suis Burkinabé, nous devons éviter de faire l'amalgame entre un individu et une vision. Toute nation se construit sur une vision. Toute nation se construit sur des valeurs. Toute nation se construit sur des idées. Et il ne faut pas épouser un individu, il faut épouser des valeurs, il faut épouser des idées, il faut épouser une vision de construction de l'avenir. Et c'est ce que moi je prône aujourd'hui dans l'intelligence des Burkinabés. Nous sommes un peuple faillant, nous sommes un peuple travailleur, nous sommes un peuple intelligent. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas nous développer? Parce que ceux qui nous pressent d'organiser les élections, ceux qui nous pressent à adopter leur culture, ceux qui nous pressent à nous montrer comment est la civilisation, ils veulent voler notre intelligence. Ils veulent voler nos richesses. Et il n'y a pas plus grave vol que le vol de l'esprit, le vol de l'intelligence. C'est ça l'âme de l'individu. Et c'est ce qui les empêche de dormir aujourd'hui. Le Burkina Faso a décidé de dire non. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est là et qui poursuit cette volonté, qui poursuit cette idée, qui poursuit cette vision. Donc, à défaut de l'aider, il ne faut pas le décourager. Est-ce que vous voyez? Il faut le conseiller. Il faut dire que là, c'est bon, ici, ce n'est pas bon. Et proposer des solutions. Parce que ce qui est en jeu, c'est la nation Burkina Faso. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la famille Traoré, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Non, c'est un pays, c'est une nation, c'est une terre que nos ancêtres nous ont léguée et nous devons perpétuer et transmettre cet héritage à nos enfants. Et cela dépasse l'individu Ibrahim Traoré, cela dépasse la famille Traoré. Cela doit motiver chaque Burkinabé à savoir que c'est le sang qui coule dans ses veines pour cette patrie qui doit le mobiliser et non un individu. Alors, c'est cette conscience que nous devons avoir
lorsque nous voulons bâtir une nation. Ce que vous avez raconté me fait penser à une période où la Chine, je crois que c'est au début du XXe siècle, où nous avons vécu également une période très, très humiliante et douloureuse avec des puissances occidentales qui prennent chacun un petit territoire de la Chine, etc. Et donc, c'est à cette période-là où est née les bonnes consciences ou bien le réveil national. Et je crois que si je résume un peu ce que vous avez dit, c'est que il faut avoir un esprit constructif pendant cette période de transition et surtout, il faut avoir le pragmatisme. C'est-à-dire, on ne peut pas copier le chemin parcouru par les autres, ni les Chinois, ni les Européens. Il faut trouver notre propre chemin. Si il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas tenter de pousser, évacuer ces gens-là, éliminer ces gens-là. Il faut lui dire ce qui ne va pas et proposer des choses pour qu'on peut apporter ensemble un meilleur avenir à notre nation, à notre pays. Et donc maintenant, nous sommes vers la fin de l'émission et aussi vers la fin de l'année 2023. Et quel est votre souhait pour l'année prochaine, 2024, Monsieur Ouedraogo? Alors, merci beaucoup pour cette question et pour cet entretien. Alors, ce que je souhaite pour mon pays d'abord, c'est la paix. Je souhaite la paix pour tous les Burkinabés. Je souhaite que les femmes et les enfants, les hommes qui se battent au front, ils puissent avoir les moyens nécessaires, ils puissent avoir le courage nécessaire de toujours tenir ce pays debout. Et nous aussi, qui sommes partout dans le monde, parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la guerre, mais nous aussi, par nos réflexions, par nos idées, par notre contribution à l'effort de guerre, matériellement, moralement, financièrement, nous allons prier pour que notre nation reste toujours debout. Et j'ai confiance en ce peuple, j'ai confiance en cette nation. Et je vais souhaiter que la paix aussi voyage dans le monde, partout dans le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël et en Palestine, que ce soit en Afrique, en RDC, en Éthiopie, que la paix voyage dans le monde. C'est ce que je souhaite pour 2024. Et aussi, je souhaite aussi que ceux qui n'ont pas d'abri, ceux qui vivent dans la faim, et puissent au moins en 2024 avoir un toit où se loger, avoir de quoi manger et avoir de quoi se soigner. Je vous remercie, Monsieur Ouedraogo. Et finalement, je vous souhaite bonne santé et bonne chance et beaucoup de réussite pour l'année 2024. Merci, Monsieur. Merci infiniment et ce fut un plaisir. C'est une conversation très enrichissante et je suis très contente pour vous parce que je sens un peu Alain Foucault. Est-ce que vous connaissez cet homme panafricain? Parce que Oui, j'ai oui, suivi oui, sa oui, chaîne. oui, c'est un confrère. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé un réveil comment dire, de l'esprit de vraie indépendance. Je ne sais pas Effectivement. votre âge, mais peu importe J'ai l'âge, parce que 44 ans, j'ai 44 ans. 44 ans. Je crois que nous sommes, j'ai 42 ans, 42 ans. D'accord. Voilà, C'est et sensiblement tout à l'heure, pareil. j'ai dit, avant la fondation de la Chine, la République populaire de la Chine, nous, les Chinois, nous avons aussi traversé comment dire, un chemin très obscur. Et finalement, on a trouvé notre chemin. Et nous n'avons pas écouté les conseils des autres et nous avons trouvé notre propre chemin et resté fidèles à notre chemin. Et c'est ça que nous avons pu réaliser à travers des Effectivement. revers, des difficultés. Voilà, je Je crois que les pense, pays africains. Oui, oui, je vous écoute. oui, et c'est ce qui est important en fait, c'est la compréhension de la dignité humaine et le respect de l'autre. Ça, c'est très important. Hmm, Et ouais. c'est ce qui fait que l'Occident a une manière un peu hautaine de voir l'Africain. Et c'est ce qui n'est pas bien. Hmm. On veut nous prouver que nous ne sommes pas civilisés. On veut nous prouver que nous sommes des sauvages. Alors, c'est ça, on dit non, ce n'est pas ainsi.
Nous devons apprendre des autres. Et je suis content de pouvoir échanger avec vous parce que déjà, ce que vous me dites là, ça me permet de pouvoir essayer de comprendre plus ce que vous avez vécu, comment vous êtes sorti de ça, afin que nous aussi, on puisse s'inspirer de cela. Et c'est ce qui est important. Mm. Et c'est partant de là que nous allons, avec une compréhension et une connaissance mutuelle, que nous allons plus construire la paix. Parce que la guerre vient de nos différences. La guerre vient de nos divergences. Mais si nous nous comprenons, si nous nous acceptons, nous allons facilement faire la paix que de faire la guerre. Mm. Et c'est Il ce faut qui est parfois plus important. de courage pour se battre pour la paix. Oui, je suis tout à fait d'accord.